vous parler de la question des hommes et des femmes et ce qu'elle peut signifier pour les astrologues, et pour l'interprétation, le travail de l'astrologue. Alors, c'est un vaste débat. Quand on met ce débat sur la table, on a plusieurs réactions. L'une un petit peu stéréotypée qui dit « Ah mais vous savez, en astrologie, on a des signes masculins et des signes féminins, et puis de toute façon la lune est plus importante pour la femme et le soleil est plus important pour l'homme », ce qui est d'ailleurs pas du tout respecté en général, hein, c'est une façon de dire les choses, mais ça ne correspond pas à une pratique véritablement. Les Occidentaux privilégient le soleil, les hindous privilégient la lune, mais ça n'a rien à voir avec le masculin et le féminin. Et puis évidemment, il y a Mars et Vénus au niveau notamment de la synastrie, de la comparaison de thèmes. Alors là, dans la comparaison de thèmes, on travaille sur la conjonction entre le Mars de l'homme et la Vénus de la femme, et puis le soleil, la lune, etc. Donc là, on a des éléments qui laissent entendre que le thème ne serait pas le même, n'aurait pas la même lecture selon qu'on a affaire à un homme ou une femme. Mais tout cela, c'est bien gentil, mais ça ne répond pas à la question de savoir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. C'est simplement une façon de dire, oui, il y a peut-être une façon de dresser le thème qui est un petit peu différente, ou de voir autrement les configurations astrales selon que c'est un homme ou une femme. En réalité, on sait très bien que les astrologues en tiennent compte dans leur pratique de la consultation. C'est subconscient, si on veut, mais enfin, je veux dire, un astrologue ne va pas parler à un homme comme à une femme. Il ne va pas aborder les problèmes existentiels de la même façon s'il a affaire à un homme ou une femme. Donc, mais ça, c'est le non-dit, si on peut dire. C'est quelque chose qui est là, qui se pratique, mais qui n'est pas formulé, qui n'est jamais formulé, notamment dans les livres d'astrologie, dans les manuels d'astrologie. Je n'ai pas lu de manuel d'astrologie où on nous disait voilà, les hommes fonctionnent comme ça et les femmes comme ça, comme dirait John Gray avec son ouvrage Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc l'astrologie actuellement n'a pas produit de discours vraiment cohérent sur ces questions, sauf à dire des choses qui sont des clichés extraordinaires comme le masculin c'est actif, le féminin c'est passif, des choses comme ça. Bon. On parle effectivement beaucoup des signes masculins et des signes féminins. Bon. Est-ce à dire que si on a une majorité de signes féminins, qu'on soit un homme ou une femme, on est plutôt féminin, ou inversement? Bon. Il y a une tendance, quelque part, que j'ai d'ailleurs signalé parfois, à considérer que ce qui est important, c'est pas qu'on soit un homme ou une femme, mais qu'on ait un thème astral qui soit plutôt masculin ou plutôt féminin. C'est une façon de justifier l'homosexualité aussi bien masculine que féminine. Bon. Il me semble que malgré tout, il serait heureux de disposer de descriptions assez pointues sur la différence entre les hommes et les femmes, et qu'on n'en reste pas à des clichés éculés, faute d'avoir réfléchi à nouveau frais sur ces sujets. Alors, j'ai beaucoup déjà produit sur ces questions des hommes et des femmes, et je pense véritablement qu'on ne peut pas faire de la psychologie catégorielle sans maîtriser ces questions-là. Alors, Gauquelin n'a pas apporté d'éléments sur ce sujet, n'est-ce pas? Il a considéré les catégories professionnelles, mais pas du point de vue masculin ou féminin. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de femmes dans ces données, mais je ne vais pas vérifier. Mais comme elles sont relativement anciennes, on peut penser que dans ces professions, il y a beaucoup d'hommes, à l'époque en tout cas, puisque ça ne couvre que le début, la première moitié du XXe siècle, puisque c'est en 1955. Et donc des gens qui sont souvent nés à la fin du XIXe siècle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les hommes et les femmes?
en dehors du fait qu'elles sont lunaires ou solaires, ou je sais pas quoi, ou martiennes et vénusiennes, ce qui est vraiment peu de choses. Et alors pour parler de modernité, alors là c'est assez amusant parce que l'astrologue parle de modernité en ce qui concerne les planètes, les astres, les astéroïdes, mais alors en revanche au niveau des catégories psychologiques, on n'est pas du tout dans la modernité. Et si l'astrologue se repose uniquement sur ce qui est véhiculé dans les traités d'astrologie, on n'est pas du tout dans la modernité. Donc il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Cela dit, on ne peut pas dire que l'anthropologie actuelle, en ce début du XXIe siècle, fournisse des modèles vraiment intéressants à l'astrologue, ou au psychologue d'ailleurs, concernant le masculin et le féminin. C'est une espèce de point aveugle, c'est une espèce de tabou, c'est un sujet qui n'est pas scientifiquement acceptable au regard de la psychologie. Donc je plaisante, j'exagère, parce que même en psychanalyse, on sait très bien distinguer les problématiques masculines et féminines, ne serait-ce que par le complexe d'Oedipe, mais complexe aussi par la question d'anatomie sexuelle, mais ça ne va pas très très loin. Alors, moi je dis très clairement que, de toute façon, l'astrologue, et là on va laisser de côté toute polémique sur les outils de l'astrologue, le thème astral ou pas le thème astral, etc., l'astrologue ne peut pas faire l'économie de ce qui est de l'ordre de l'homme et de l'ordre de la femme. Il n'y a pas de discours psychologique pertinent qui ne tienne pas compte de ces catégories, de cette dualité, de cette polarité. Et donc on se pose la question, c'est-à-dire ce sera peut-être un sujet de colloque pour nous. Le masculin et le féminin en astrologie, ça peut être un colloque, un sujet parmi les sujets qui seraient traités le 17 janvier ou en février ou en mars, etc. de 2016. Qu'est-ce qui distingue donc les hommes et les femmes? Par-delà les particularités idéologiques qui marquent la fin de notre XXe siècle, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc., etc., bon, qui ne vise nullement, effectivement, à marquer cette différence. Donc il y a d'un côté l'homosexualité qui refuse cette différence, et de l'autre côté, il y a des idéologies féministes qui parlent d'égalité, de parité, etc. Donc on ne peut pas dire que le climat soit très favorable à une différenciation entre les valeurs masculines et féminines. Or, l'astrologie, elle nous parle de choses extrêmement anciennes, et le masculin et le féminin, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Donc c'est vraiment un compagnon de route, le masculin et le féminin, pour l'astrologie. Même si ça ne fait pas partie, pour en parler, des configurations astrales, néanmoins, on peut raisonnablement penser que les hommes et les femmes ne captent pas forcément les mêmes énergies cosmiques. Donc en tant que récepteurs, ils n'ont peut-être pas la même façon de réagir. Et au niveau des cycles, dont je parlais dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps, il peut y avoir une phase féminine et une phase masculine. Une phase avec une énergie positive, une phase avec une énergie négative. L'énergie négative, c'est-à-dire l'absence de tension ou la présence de la tension. Tension T-E-N-S-I-O-N. Bon. Et donc, par conséquent, en phase d'un cycle en énergie positive, c'est plutôt les hommes qui seraient favorisés, et quand le cycle passe dans un registre d'énergie négative, ce serait plutôt les femmes qui seraient favorisées. Donc vous voyez bien à quel point cette question du masculin et féminin est déterminante, puisque des phases favorables aux uns sont défavorables aux autres, et réciproquement. Donc là, la question du récepteur est absolument déterminante. On ne peut pas interpréter un cycle planétaire, avec toutes les variantes qui peuvent exister par ailleurs. Je ne parle même pas donc du thème astral, je parle de la cyclicité, et donc de la prévision. Les outils prévisionnels qui concernent les hommes ne sont pas du même ordre, en tout cas ne sont pas vécus de la même manière que les outils prévisionnels qui concernent les femmes.
Alors, je peux préciser, bien évidemment, en disant que les outils, les phases masculines, les phases actives, les phases masculines d'un cycle, si on divise un cycle en un temps masculin et un temps féminin, ce que je propose de toute façon, avant même de commencer à diviser le cycle en 12 signes, commençons par là déjà, commençons par la binarité. Et d'ailleurs, de toute façon, le zodiaque est lui-même divisé en une alternance de cycles de signes masculins et signes féminins. Et puis on a aussi en astrologie chinoise le yin et le yang, des phases yang et des phases yin. Donc l'idée de diviser le cycle en tonalité masculine et féminine n'est pas nouvelle. Donc elle est recevable traditionnellement, même au niveau du Tao. Et donc, le cycle masculin, c'est un cycle qui donne le pouvoir, en quelque sorte, aux hommes, qui donne le pouvoir aux leaders, qui donne le pouvoir à ceux qui vont construire le futur. Et il ne s'agit pas d'avoir des fantasmes sur le futur, il s'agit de construire le futur. Et tous les fantasmes autour du futur sont dépendants de la construction du futur lui-même. Si on ne développe pas de nouvelles technologies, si on ne développe pas de nouvelles façons de procéder, il n'y a pas de futur. Donc ce sont les hommes qui construisent le futur, et les femmes qui seraient plutôt dans le passé, on peut dire. Passé passif. C'est-à-dire, et le passé c'est très important, c'est-à-dire un temps où le consensus ne se fait pas dans une sorte de marche en avant, de fuite en avant, mais il se fait dans une espèce de consensus de ce qui a été établi, de ce qui est connu, de ce qui est mémorisé, de ce qui est habituel. Et à ce moment-là, quand il y a un consensus dans l'ordre du passé, on peut se passer de l'homme. Parce que l'homme, lui, il va créer un consensus dans le mouvement. Alors que la femme, elle crée un consensus dans une espèce de fixation sur l'écrit, sur... on n'a qu'à regarder, par exemple, un orchestre qui fonctionne, tout le monde a sa partition, voilà. Bon, et ça, on a une partition, et puis on aime bien écouter des choses qui sont déjà connues, etc. On travaille sur les acquis. Alors que le futur, c'est travailler sur l'inné, c'est-à-dire quelque chose sur des potentialités qu'il faut développer, qu'il faut épanouir. Voilà, je dis très rapidement ce qu'il en est. On ne peut pas faire l'économie du masculin et du féminin, et on ne peut pas non plus faire l'économie de savoir si on a affaire à des personnes qui viennent nous consulter, qui sont des hommes ou des femmes. Ça n'est pas possible. Cela dit, il peut y avoir des exceptions, et à ce propos, puisque nous parlons de cette question-là, il me paraît nécessaire de rappeler qu'actuellement, le milieu astrologique est beaucoup trop marqué par des femmes. Je ne parle pas des chercheurs, je parle du public. Et le public, ma foi, s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de réunion. Hein. Et donc, il n'y a pas d'argent. Et beaucoup d'associations aujourd'hui, elles fonctionnent sur cet apport financier que les femmes apportent, aussi bien en tant qu'élèves qu'en tant que public allant aux réunions, aux conférences, aux congrès, qu'en tant que clientèle, peut-être à moindre degré. Donc, un public trop féminin, qui a des modes de fonctionnement dont on vient de parler tout à l'heure, qui sont liés à une tradition que l'on respecte, que l'on applique, mais qu'on ne va pas modifier, qu'on ne va pas renouveler, eh ben, ça ne va attirer que des femmes, tout simplement. Hein? Et inversement, un colloque qui est trop masculin, trop dans la remise en question, dans le fait de repenser les idées, etc., ça va peut-être n'attirer que des hommes. Donc, d'où l'idée que les colloques, toute forme de convivialité mixte, fait problème de toute façon. C'est peut-être souhaitable quelque part, mais ça fait problème. Je crois qu'il est préférable de
considérer que les réunions qui sont intéressantes pour les femmes ne sont pas les mêmes que celles qui sont intéressantes pour les hommes. Et il est éminemment souhaitable qu'il n'y ait pas un seul type de réunion qui serait, en l'occurrence, dans l'état actuel des choses, essentiellement féminin pour les femmes. Et il faut prévoir un lieu d'accueil pour les hommes. Et moi, ce que je propose par mes colloques, c'est un lieu d'accueil pour les hommes. Même si les femmes peuvent y être, bien entendu, mais j'essaye de faire venir à l'astrologie des hommes qui ne sont pas intéressés par les réunions astrologiques entre femmes, disons-le clair. En dehors de... Rappelons quand même que quand je parle de réunions entre femmes, je parle du public. Ces femmes peuvent tout à fait souhaiter aller écouter des hommes. Mais c'est autre chose encore. Là, encore une fois, il s'agit de se nourrir, il s'agit de consommer, il s'agit de recevoir. C'est pas la même chose. Donc ces hommes-là, effectivement, souvent des hommes adorent parler devant des femmes qui sont tout à l'écoute, qui ne vont pas les remettre en question, qui vont demander à mieux comprendre, à mieux recevoir. Et bon. Donc c'est un autre problème. Les gourous masculins peuvent effectivement avoir une cour féminine. C'est vrai aussi dans les synagogues. On a souvent des groupes qui fonctionnent avec un élément masculin entouré d'une cour de femmes. Et sans cela, le pauvre homme ne pourrait pas, n'aurait pas d'activité carrément. Il n'aurait même pas de revenus. Bon. Donc on a parfois de cette situation. Mais ça, ce sont des échanges entre les hommes et les femmes, les hommes venant effectivement apporter la bonne parole aux femmes, mais néanmoins, il est fondamental qu'il y ait un apport d'hommes, de chercheurs, de jeunes chercheurs, comme il y en avait autrefois. Tout à l'heure, on nous parlait de Gauquelin, et bien dans les années 50-60, il y avait beaucoup plus de jeunes hommes, comme moi notamment, mais je ne pense pas comme moi, je pense à Yves Le Noble, je pense à des gens qui étaient nés dans les années 40, 47, donc Yves Le Noble, Maurice Charvet, Alain Chivray, Patrice Louisel, etc. Où trouve-t-on aujourd'hui des gens qui n'ont pas 30 ans, des jeunes hommes qui n'ont pas 30 ans dans les réunions astrologiques? Et en quoi ces gens-là ont-ils un véritable leadership? On ne voit pas très bien. Donc, ce qui s'est passé après les années 90, c'est un basculement d'une astrologie qui était essentiellement masculine, quelque part, dans son mode de fonctionnement, dans son type de colloque, dans son type de problématique de discussion, vers une astrologie dominée par les femmes. Avec notamment, avec des réunions, avec beaucoup de monde d'ailleurs, qui n'étaient pas tellement des gens qui venaient pour discuter d'astrologie, mais pour entendre de l'astrologie, pour célébrer l'astrologie, et qui payaient de façon relativement importante, qui permettait d'ailleurs de payer aussi les intervenants, etc., etc. Donc il y a toute une économie qui, depuis 25 ans, a marqué le milieu astrologique et a asséché la dimension masculine de ce milieu. Donc là, aujourd'hui, on assiste à un retour en force de la masculinité astrologique pour que les choses soient rééquilibrées.